Donc bonjour à tous et merci aux organisateurs de m'avoir invité pour parler des effets et des mécanismes d'action possibles des acides gras sur les fonctions ovariennes. Donc plusieurs études montrent qu'un régime enrichi en acides gras affecte la fertilité, aussi bien chez la femme que également chez des espèces à intérêt agronomique, comme la vache laitière ou encore la poule. Donc ces effets dépendent bien évidemment de la nature des acides gras. Et la question maintenant est de savoir comment ces acides gras agissent sur la fertilité et plus particulièrement au niveau ovarien. Donc ces acides gras peuvent être d'origine alimentaire, donc des acides gras saturés, des acides gras mono ou polyinsaturés, mais également des acides gras libres qui proviennent d'une mobilisation des réserves énergétiques corporelles. Donc il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées chez la vache laitière, puisqu'en fait, chez ces animaux, on a observé une diminution de la fertilité depuis une vingtaine d'années, et en particulier, on passe de 60% au taux de réussite après la première insémination artificielle à environ 40%. Donc de nombreuses études ont été faites, et en particulier, ce qui a pu être montré, c'est qu'un régime enrichi en acides gras polyinsaturés avait des effets bénéfiques sur la croissance folliculaire, en particulier donc augmenter le nombre de follicules et la taille du follicule préovulatoire. Également des effets bénéfiques des effets positifs sur la sécrétion des stéroïdes, effets positifs sur la qualité ovocytaire et également au niveau du développement embryonnaire en augmentant le taux d'implantation par le mécanisme qui est de diminuer la sécrétion de prostaglandine par les cellules utérines. En ce qui concerne les effets des acides gras saturés, donc ces effets sont assez controversés, mais on s'accorde plutôt à des effets inhibiteurs sur la qualité ovocytaire. Donc comment ces acides gras pourraient agir au niveau de l'ovaire ? Donc des effets directs, mais également des effets indirects via les hormones du métabolisme. Donc les effets directs au niveau ovarien, cette hypothèse en fait est apparue depuis la mise en évidence des récepteurs aux acides gras polyinsaturés, que sont les PPAR pour peroxisome proliferator activated receptors. Ces récepteurs sont des récepteurs nucléaires en fait c'est une famille de récepteurs. Il y a 3 isoformes, donc alpha, bêta et gamma, et ils agissent comme des facteurs de transcription. En particulier, ils forment un dimère avec le récepteur d'acide rétinoïque, et une fois ce dimère formé, ils vont aller se fixer sur une région promotrice de gènes cibles, et en particulier, cette région est appelée PPAR Responsive Element, et ce qu'on sait, c'est qu'il y a des PPAR PPRE en fait, et ce qu'on sait, c'est qu'il y a des PPRE en fait dans plusieurs zones promotrices de gènes impliqués dans les fonctions ovariennes, en particulier donc la cyclooxygénase 2. Donc les ligands de PPAR gamma, je l'ai dit tout à l'heure, les ligands naturels sont les acides gras polyinsaturés, donc des dérivés également des prostaglandines, mais il y a également des ligands synthétiques que sont les thiazolidinidiones. Donc ce qui a été montré, c'est qu'en fait il y avait une expression de ces récepteurs, et plus particulièrement le récepteur PPAR gamma, donc au sein de l'ovaire, donc aussi bien le messager que de la protéine, un peu au niveau de l'hypophyse, mais on ne retrouve pas l'expression au niveau de l'hypothalamus. Donc, où au niveau de l'ovaire ce récepteur est exprimé ? Donc, par des expériences d'hybridation in situ, on a montré que c'était surtout au niveau des cellules de la granulosa, donc expérience faite chez la brebis, mais également on a retrouvé cette localisation chez les rongeurs. Et par contre, on n'a pas montré de relation entre l'expression de ces récepteurs et la qualité du follicule, qu'il soit sain ou atrétique. Donc, par des expériences in vitro, on a essayé de savoir quel était le rôle de ce récepteur. Donc, en faisant des cultures de cellules de granulosa de petits follicules. Donc là, c'est des expériences qui ont été faites chez la brebis.
Et ce qu'on montre, c'est qu'en fait, lorsqu'on active ce récepteur, donc par stimulation avec la rosiglitazone, eh bien, on diminue la prolifération, donc que ce soit à l'état basal ou en réponse à l'IGF-1 des cellules de la granulosa. Donc un effet plutôt inhibiteur sur la prolifération cellulaire. Donc des études chez le rongeur montrent qu'en fait, une activation de ce récepteur également diminuerait la viabilité cellulaire et augmenterait l'apoptose en activant certains gènes impliqués donc dans l'apoptose, comme par exemple P53. Donc également, ce qui a été montré, c'est qu'il y a un rôle de ce récepteur au niveau de la sécrétion des stéroïdes. In vitro, ce qui a été montré, c'est que donc une activation de ce récepteur par la rosiglitazone augmentait la sécrétion de progestérone. Ceci aussi bien sur des cellules de granulosa issues de petits follicules que de gros follicules, donc ceci chez la brobie. Mais ces effets ne sembleraient pas être expliqués par des effets sur l'expression des gènes impliqués dans la stéroïdogenèse, en particulier la P450-SCC ou la 3-bêta-SHD. Donc ça, c'est des études qui ont été réalisées chez des espèces donc agronomiques ou rongeurs. Et en ce qui concerne donc la femme, sur des cellules de granulosa de ferme, eh bien, les études in vivo semblent plutôt montrer des effets inhibiteurs sur la sécrétion des stéroïdes, via, en particulier de l'ostradiol, via une action sur l'aromatase. Donc là, pour l'instant, je vous ai décrit plutôt des rôles in vitro, mais qu'en est-il au niveau in vivo ? Eh bien, il y a des KO donc, qui ont été réalisés chez la souris. En particulier, le KO donc, de pipergamma au niveau ovarien entraîne une stérilité à environ 30%. Dans 30% des cas, il y a une stérilité. Mais in vivo, il semblerait que pipergamma n'agirait pas sur la folliculogénèse, mais aurait plutôt un rôle sur la production de stéroïdes post-ovulation. Donc un autre KO a été réalisé de ce récepteur au niveau des cellules de la granulosa murale, des follicules provulatoires. Et dans ce cas-là, ce qu'on observe, c'est que, eh bien, il y a bien une croissance folliculaire, mais lorsqu'on injecte donc de l'HCG à ces souris, eh bien, il n'y a pas d'ovulation. Et contrairement donc aux souris contrôle, où il y a ovulation et formation des corps jaunes, eh bien, chez ces souris, il n'y a pas d'ovulation, ce qui suggère une intervention donc, de pipergamma dans la rupture folliculaire. Et ceci est en fait confirme, va dans le sens où ce que je disais, c'est qu'il y a des gènes qui sont impliqués dans l'ovulation, qui ont en fait dans leur région promotrice donc un PPRE qui fixe, qui peut fixer donc pipergamma. Alors, donc juste, donc pour résumer, le pipergamma, donc ces récepteurs aux acides gras, pourraient participer donc à la maturation des cellules granulosales et lutéales et pourraient intervenir dans l'ovulation. Ce qu'on a également montré, c'est qu'on a recherché tout d'abord s'il pouvait y avoir formation des ligands, donc formation d'acides gras polyinsaturés au sein même de l'ovaire. Et donc de regarder s'il y avait la présence de désaturase au sein de l'ovaire. Donc chez les rongeurs, on a mis en évidence différentes désaturases, donc la delta 9, donc SCD2 et SCD1, delta 5 et delta 6, donc par RT-PCR, et on a également mis en évidence que en fait, ces désaturases étaient surtout exprimées au niveau des cellules de la granulosa, également au niveau des cellules de cumulus et au niveau du corps jaune. D'autre part, in vitro, sur des cellules de la granulosa en culture, on a montré que l'expression de ces désaturases, en particulier la SCD2, était augmentée avec la croissance folliculaire et le pic provulatoire. Donc là, pour l'instant, je vous ai parlé d'un effet direct possible via les récepteurs PIPAR. D'autres effets de ces acides gras sont des effets indirects via donc des hormones du métabolisme. Et je vais en particulier vous parler de deux hormones qui sont deux adipocytokines. Donc, ce sont des hormones produites et sécrétées par le tissu adipeux, qui est donc la leptine et l'adiponectine. Donc le rôle de la leptine est dans la reproduction n'est plus à démontrer, puisqu'en fait chez
Chez les rongeurs, on sait que chez les souris OBOB qui n'ont pas de leptine fonctionnelle, donc ces souris sont stériles, mais si on administre en fait la leptine à ces animaux, on restaure une sécrétion de gonadotropine et on restaure la fertilité. De même, pour les souris DBDB qui n'ont pas de récepteur à leptine fonctionnelle, eh bien, ces animaux sont infertiles. Donc, qu'en est-il de l'expression de la leptine et du système de leptine au niveau de l'ovaire ? Ce qu'on sait, c'est qu'il y a de la leptine qui est présente dans les ovocytes et les blastocytes humains et murins. En ce qui concerne les récepteurs, eh bien, ces récepteurs sont également présents au niveau des cellules endothéliales, cellules germinales, et aussi des cellules de la thèque, de la granulosa et du cumulus. In vitro, ce qui a été montré, c'est que, eh bien, sur des cellules de granulosa, de rongeurs, d'animaux d'intérêt domestiques ou encore chez la femme, eh bien, on a plutôt des effets inhibiteurs. En effet, la leptine inhiberait en fait l'effet de l'IGF-1 ou également de la FSH sur la stérodogenèse, aussi bien dans les cellules de la thèque que dans les cellules de la granulosa. Au niveau de l'ovocyte, ce qui a été montré, c'est que chez le porc ou la vache, la leptine améliorait la maturation de l'ovocyte en favorisant sa progression en métaphase 2. En ce qui concerne le développement de l'embryon, les effets sont assez controversés. Il y a une seule étude qui montre, en particulier chez la truie, que la leptine pourrait améliorer le taux de blastocystes, mais à des doses assez élevées de 1 microgramme par ml. Donc l'autre adipocytokine dont je vous parlais est l'adiponectine. Donc c'est une protéine comme la leptine, spécifique du tissu adipeux. En fait, elle est très fortement exprimée au sein du tissu adipeux, donc plus que la leptine, et circule au niveau plasmatique à des doses très élevées, de l'ordre de 5 à 30 microgrammes par ml. Et certains polymorphismes de ce gène sont associés donc, à une insulinorésistance et un diabète de type 2. Donc là, juste d'un point de vue mécanistique, donc, la leptine agit essentiellement vers 2 récepteurs, qui sont des récepteurs à 7 domaines transmembranaires, donc AdipoR1 et AdipoR2. Donc ce qu'on sait, c'est que chez les sujets obèses, donc le taux plasmatique de leptine est diminué. Et au niveau donc de la fertilité, il y a une corrélation positive entre l'adiponectinémie et le nombre d'ovocytes obtenus après stimulation de la FSH. Donc les KO qui ont été réalisés au niveau de l'adiponectine entraînent donc chez ces animaux une certaine insulinorésistance, mais les KO montrent également des problèmes de fertilité. Donc ce qu'on a regardé, c'est si ce système adiponectine était exprimé au sein de l'ovaire, et en particulier chez les rongeurs. Ce qu'on a montré, c'est qu'il y avait une forte expression de l'adiponectine au niveau de la thèque, alors que l'adiponectine était très faiblement exprimée au niveau des cellules de la granulosa. En revanche, les récepteurs étaient présents à la fois au niveau de la thèque et des cellules de granulosa. Donc, on a confirmé ces résultats chez la femme. Donc, on a montré donc, une forte expression de la liponectine au niveau de la thèque et pas au niveau de la granulosa, et présence des 2 récepteurs, aussi bien dans la granulosa que de la thèque, AdipoR1 et AdipoR2. Ce qui a été également observé, c'est qu'il y avait une concentration d'adiponectine qui était plus élevée dans le liquide folliculaire que dans le plasma, ce qui va, comme on a vu qu'il y avait une expression au niveau de la thèque, on peut donc suggérer une production locale de l'adiponectine. Et in vitro, ce qu'on a pu montrer sur des cellules de granulosa en culture humaine, eh bien, on observe une augmentation de la stéroïdogenèse, une production de progestérone et également d'œstradiol, donc en réponse à l'IGF-1. Donc voilà, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des effets variables des acides gras sur la nature, sur la croissance folliculaire, l'ovulation, la maturation ovocytaire et le développement embryonnaire, sachant que ces travaux ont essentiellement été réalisés chez des espèces à intérêt agronomique. Les mécanismes, on peut suggérer des effets directs par la présence donc, des récepteurs PIPAR
Et ce qu'on a également montré, c'est qu'il y avait un certain nombre d'éléments du métabolisme lipidique qui étaient présents, exprimés au sein de l'ovaire. Donc on peut se poser la question de l'existence d'un métabolisme lipidique propre à l'ovaire. Et ces effets des acides gras pourraient être indirects également via les hormones du métabolisme. Voilà, je vous remercie. Désolée. Merci pour cette présentation. On est un peu en retard, donc on a le temps pour une question. Une seule. Pas de question? Je vais juste vous poser une question. Les différents effets que vous montrez au niveau des acides gras, est-ce qu'ils ont été corrélés au poids ou est-ce qu'ils sont indépendants du poids? Ils sont indépendants du poids. Donc, d'accord, c'est au niveau qualitatif. Voilà. Donc il faut prendre de l'huile d'olive alors. Comment? Il faut prendre de l'huile d'olive. On vous remercie beaucoup.